À 3 jours du premier tour de la primaire de la gauche et à quelques mois des élections présidentielles, quelle place est laissée aux femmes et à leur engagement politique? La parité est-elle toujours respectée? Qu'en pensent les nouvelles générations? Nous sommes jeudi, alors parlons-en. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le Jeudi Parlons-en. Sur ce plateau, pour répondre à toutes ces questions et d'autres encore, je reçois Anne Beauchef. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère régionale des Pays de la Loire. Oui. Hélène Debos, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère départementale Europe Écologie Les Verts. Philippe Bordachard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes référent Ansart de Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est ça. Et le seul homme sur le plateau avec moi, merci d'être présent. Et Mélina Elsoud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère départementale du Parti Socialiste. Et puis comme dans chaque émission, on aura un regard parallèle. Ce soir, c'est Aymeric Le Breton qui sera présent. Il est docteur en psychologie, spécialisé dans la psychologie sociale. Mais commençons avec notre première partie. On va faire un état des lieux de l'engagement politique au féminin ce soir, même si on comprendra, Philippe, pourquoi vous êtes là ce soir. Ça ne concerne pas que les femmes, finalement, ça concerne bien sûr toute la société. Hélène Debost, vous êtes d'accord avec ça? Un état des lieux de l'engagement politique féminin? L'état des lieux de l'engagement, enfin finalement la place des femmes dans la politique en France, c'est le reflet de la place des femmes dans la société en France. Donc on peut voir le verre à moitié vide, à moitié plein, on peut se satisfaire du fait qu'il y ait eu une évolution, mais on peut aussi regarder tout le chemin qui reste à parcourir. Et on se rend compte par exemple que les seules instances ou collectifs où les femmes sont à égalité avec les hommes en nombre, ce sont ceux où la parité est obligatoire. Dès que la parité n'est pas obligatoire, tout simplement, elle n'est pas. Et ça vaut au plus près, parce qu'au conseil municipal, par exemple, sur une liste municipale, il y a une obligation de parité de la liste. Donc en effet, il y a moitié hommes, moitié femmes dans les conseillers municipaux. À partir du moment où on passe déjà aux désignations sur les exécutifs, là, il n'y a plus d'obligation de parité. Bizarrement, il y a moins de femmes. Après, on passe au conseil communautaire, où là, il n'y a plus cette obligation. Et là, oulala, c'est déjà tout de suite très différent. Sur la mairie, le conseil communautaire du Mans, par exemple, il y a 19 mairies représentées. Sur ces 19 mairies, il n'y a que 2 femmes. Sur les 15 vice-présidents, 3 femmes. D'ailleurs, j'ai dit vice-président, pas vice-présidente, parce que même à genrer, c'est compliqué. Anne Beauchef, une parité non automatique? Une parité qui n'est pas exactement ce que disait Hélène, c'est-à-dire que ce n'est pas une parité réelle. C'est-à-dire, lorsque c'est obligatoire, oui, elle existe, mais sinon ce n'est pas le cas. Sur 100 départements français, aujourd'hui, il y a 10 femmes qui sont présidentes d'un département. C'est pas beaucoup. Non. Il y a 25% de femmes qui sont élues à l'Assemblée nationale. C'est ça. C'est pas suffisant. Moins au Sénat. Parce qu'il n'y a pas d'obligation, encore moins au Sénat. Aujourd'hui, sur les 13 régions françaises, il y en a 3 femmes qui sont présidentes de région. Donc vous voyez, dès qu'il n'y a pas d'obligation, la parité n'existe pas. Alors il y a ce système de parité, c'était une évolution, on en a bénéficié les unes et les autres, parce que peut-être qu'on ne serait pas là s'il n'y avait pas eu cette parité. Les choses maintenant ont évolué aussi avec le système binominal pour les élections départementales, ce qui a permis d'avoir sur un canton un homme et une femme, donc on a 50%, ça y est, c'est fait. Mais à l'Assemblée nationale, pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à un système de cette sorte qui permettrait à la fois de réduire le nombre de circonscriptions. Au lieu d'en avoir 577, on en aurait 250, et puis on aurait deux hommes, un homme et une femme sur une circonscription. Voilà, ça permettrait, ce serait exactement le même système, mais il y aurait une parité à l'Assemblée. C'est une évolution possible. Mélina, Elsoud, un système automatique, j'ai envie de dire, mais est-ce qu'il n'a pas un goût amer ce mandat? Il a ce mandat? Non, cette élection, enfin le fait qu'il y ait 50%. Cette parité obligatoire, voilà. Ça a forcément un goût amer parce qu'on aimerait que les choses se fassent naturellement, on aimerait que les choses se fassent de façon un peu évidente. Et en fait, vu que l'évidence n'existe pas, on le fait par la loi, on le fait par l'obligation. Et puis, c'est ce que on avait déjà pu évoquer ensemble, mais aujourd'hui, personne n'imaginerait revenir en arrière. Personne ne voit un aspect négatif à la présence des femmes, je crois, dans l'Assemblée départementale sartoise. Et donc, c'est une bonne chose. Mais les femmes, elles sont présentes en politique. Notre présence ce soir le démontre, mais c'est malheureusement au prix de nombreux efforts et de très bonne volonté. Et c'est du temps, en fait, qu'il faut pour rattraper ces erreurs de passé? Les erreurs du passé, vous voulez dire? Comme quand il n'y a pas de règles, on n'évolue pas en parité. On entend, j'entends régulièrement
des hommes en général, expliquer que la parité, en fait, les règles sur la parité, c'est vraiment lamentable, surtout pour les femmes. Parce que systématiquement, quand on fait des règles sur la parité, ce sont des femmes incompétentes, du coup, qui montent. C'est dramatique parce que c'est vrai qu'il n'y a aucun homme incompétent dans nos assemblées. Moi, je ne sais plus qui disait que le jour où il y aura autant d'hommes incompétents que de femmes incompétentes, on aura réussi la parité. On en est très loin encore. C'était François Giraud, c'est ça. Et souvent, on a aussi au moment de la constitution des listes, oh là là, mais ça va être un casse-tête, comment on va faire pour trouver des femmes? Enfin, moi, je sais pas, les femmes, on les trouve, elles sont commerçantes, présidentes d'associations, elles ont des responsabilités en tant que parents d'élèves, etc. On en trouve facilement, mais elles sont invisibles. C'est un problème de société finalement, un problème de fond. C'est un problème de fond. Alors après, en politique, on peut se poser la question de la difficulté d'être une militante politique, au-delà d'être une élue, qui est beaucoup liée à l'organisation de la vie militante des partis. Les réunions des partis, c'est entre 18h30 et 23h minuit, en gros. Les gens qui posent les horaires de réunion, en général, ont plutôt la moustache, en fait. Et bizarrement, eux n'ont pas la contrainte de se poser « Bon, flûte, qu'est-ce que je vais faire des enfants ?» Alors que la plupart en ont des enfants, parce qu'on est dans des tranches d'âge. Enfin voilà, elle s'est un peu rajeunie aussi, la classe politique. Mais bizarrement, quand on a un homme et une femme politique du même âge, et qu'on doit caler un horaire de réunion, les deux n'ont pas le même souci de savoir ce qu'ils vont faire de leurs enfants, ce qui n'est pas normal en soi. Ce qui n'est pas normal, on en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie plus longuement, quand on parlera des problématiques. Là, pour l'instant, on reste sur l'état des lieux. Philippe Bordachar, vous, est-ce que dans les jeunes militants, est-ce que vous voyez une différenciation entre, puisque là on ne parle pas d'élection, est-ce qu'il y a plus d'hommes ou plus de femmes, ou est-ce que là il y a une équité? Non, c'est quelque chose qui m'a toujours surpris et un peu choqué. Il y a toujours plus d'hommes que de femmes chez les militants. C'est assez surprenant et ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours repéré, par exemple, aux Jeunes Républicains, c'est le cas dans la fédération, et ça a toujours été le cas, j'y suis depuis 2010. On ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'il y a déjà à la base, parmi les militants, plus d'hommes que de femmes. Par contre, effectivement, le fait qu'il y ait une certaine parité, c'est pas une question qu'on pose comme ça pour faire plaisir à certains. C'est aussi un enjeu de représentativité. On entendait beaucoup pendant la primaire, par exemple, quand je défendais NKM, les gens me disaient, moi je me reconnais pas beaucoup dans les candidats. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de femmes, etc. Les femmes sont 52% aujourd'hui de la population. Et comment peut-on avoir des élus qui soient proches des citoyens si tous nos élus sont des hommes? Je dis pas ça pour en faire harakiri, je dis juste que c'est un problème de représentativité, donc de démocratie et d'efficacité de notre démocratie et de lien entre les citoyens et leurs élus finalement. Et pour être plus concret, Beauchef, qu'est-ce que c'est l'engagement politique? Pourquoi on s'engage en politique? Il y a plein de formes d'engagement politique. L'engagement politique, c'est déjà aller voter quand on a 18 ans. C'est un premier acte politique. Puis après, c'est s'intéresser à la vie de sa commune. Ça peut prendre différentes formes. C'est rentrer dans une association. C'est lorsqu'on est à la fac, aller voter aussi, parce qu'il y a des élections. Enfin, ça prend plein de formes. Puis après, ça peut vous arriver parce que vous avez des parents qui sont engagés. Moi, par exemple, c'était ma mère qui n'avait pas de carte politique du tout, mais qui a été élue pendant 25 ans au LUD. Alors, peut-être que c'est génétique, mais Lina pourra en parler peut-être aussi. Tout à fait. Mais en tout cas, moi, ça s'est transmis comme ça. Et pourtant, elle n'avait pas un engagement politique avec une carte. Mais elle avait un véritable engagement politique puisqu'elle s'intéressait à la vie de sa commune. Donc ça peut arriver comme ça aussi. Donc ça peut être associatif ou ça peut être génétique. Mélina Elsoun. Je suis pas sûre que ce soit génétique. Mais en effet, je suis d'accord avec l'idée que l'engagement politique, à l'origine, c'est une belle chose. La politique, c'est devenu un gros mot, mais politique, c'est la police, c'est la cité, et ikos, c'est ce qui concerne en grec. Donc ce qui concerne finalement le quotidien des gens, ce qui concerne notre vie ensemble. Et donc faire de la politique, c'est s'engager pour les autres, pour faire progresser notre vie collective. Et donc, en effet, je crois que c'est ce qui nous a tous ici peut-être poussé à l'engagement politique. Et quand chez vous, on vous inculque c'est cette image de la politique et cette image de l'engagement et la nécessité de se rendre utile, et bien forcément qu'on grandit un peu avec l'envie de reproduire des choses qu'on a connues. Et le boss de la transmission, pour vous, c'était quoi? Moi, c'était pas vraiment... Ma mère était militante à Amnesty International, mais de manière modeste. Après, pour revenir sur les militants, dans le milieu associatif, il y a énormément de militantes associatives, de bénévoles femmes, beaucoup. C'est le passage entre le militantisme associatif et le militantisme politique qui semble poser question aux femmes. Mais comme je vous disais, pour moi, c'est vraiment le reflet d'une question sociale. C'est que faire du militantisme politique, ça veut dire prendre la parole en public, ça veut dire défendre des idées, éventuellement prendre des responsabilités, et que finalement... Il y a encore de gros progrès à faire en termes d'éducation et d'évolution de notre culture, parce que finalement, ce n'est pas ce qu'on attend des femmes. Et quand une femme s'engage là-dedans,
Même dans un parti, moi je suis dans un parti, Europe Écologique, qui est quand même pas mal féministe et tout ça, on n'a également que 30% d'adhérentes, mais on a 30% d'adhérentes, par contre il doit y avoir la parité à tous les étages, à l'interne comme à l'externe. Donc évidemment, dès qu'il y a une militante qui arrive, on lui saute dessus, et puis voilà, moi ça donne, au bout de 6 mois, j'étais porte-parole de mon département, au bout d'1 an, j'étais candidate au départemental, au bout de 2 ans, j'étais candidate aux législatives, et en même temps, je suis devenue secrétaire régionale. Donc c'est une des plus hautes fonctions internes qu'on a dans mon parti. C'est énorme. Et c'est une pression qu'on met sur les femmes où... quand après on se retrouve du coup à faire des sacrifices, voilà, c'est tout l'un ou tout l'autre, avec en plus la critique que soit on n'en fait pas assez, soit on en fait trop, et dès qu'on en fait, oh là là, la vilaine opportuniste, elle se la pète, elle veut faire parler d'elle, alors que finalement on est là comme tous les autres pour faire exactement ce que disait Mélina, on est là pour apporter quelque chose et essayer de changer quelque chose dans le quotidien autour de nous. Quelque chose que vous avez vécu ? La pression dès l'arrivée Un peu différent, parce que en plus c'est vrai que moi je suis arrivée, c'était le RPR jeune à l'époque, donc on m'a proposé en fait des responsabilités, parce que il fallait un responsable jeune, un tandem. C'était pas obligatoirement paritaire, mais il se trouvait que j'étais là, et puis voilà, après j'ai pris des responsabilités à différents niveaux, mais parce qu'à chaque fois je l'ai voulu au fond. Je l'ai voulu, je me suis présentée, on m'a encouragée, des hommes aussi m'ont encouragée. C'est pas exactement une pression, je l'ai pas vécu de la même manière. Je trouvais que j'étais là, j'arrivais, j'avais entre 20 et 25 ans, l'envie tout simplement. Donc voilà. Et puis pas l'envie forcément d'être élu aussi. Parfois ça fait un peu peur quand on arrive dans un parti politique, et je trouve que c'est une différence avec peut-être la génération qui arrive dans les partis politiques en disant j'aimerais bien être un élu. Moi, je ne suis jamais arrivée au RPR en me disant « demain, je serai élue ». Je suis arrivée parce que j'avais envie, parce que je croyais au président Chirac, parce que j'avais envie à l'époque qu'il soit élu président, c'est comme ça que je suis arrivée. Mais pas parce que j'avais envie d'être élue. Je pense que ça peut faire peur aussi. Je pense que c'est pas toute la nouvelle génération, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent juste avec des questions, et puis l'envie de s'intéresser au monde qui change autour d'eux, et l'envie de trouver aussi des arguments pour... Ils savent ce qu'ils veulent combattre, mais ils ne savent pas comment le combattre, ou quelles sont les solutions à trouver pour améliorer les choses. C'est vrai, mais certains ont cette attitude-là, et ça peut faire peur aussi au sein des partis politiques. Parce qu'il y a, tout à fait. Il y a des vieilles habitudes aussi de fonctionnement. Et ça peut arriver même très jeune, Philippe Bordachar, vous, c'était à 16 ans, je crois ? Oui, c'est ça. Oui. Quand je me suis engagé, c'était en 2010. Mais j'ai remarqué quand même une évolution dernièrement. Par exemple, pendant la primaire, quand Nathalie Kosciusko-Morizet s'est déclarée candidate, j'ai l'impression qu'on a fait bouger les lignes. On a défendu d'autres valeurs, on a défendu d'autres idées. Et je pense que son côté un peu militante a un peu cassé quelques codes. Et par exemple, je le vois bien également dans la Sarthe, ou au niveau des Pays de la Loire, où on a par exemple des élus comme Anne, comme notre nouvelle secrétaire départementale Vanessa Charbonneau, la présidente de la Fédération Les Républicains Béatrice Pavie, Fabienne Labrette-Ménager avant... au secrétariat départemental, etc. Je pense également à Christelle Morancé, qui a été tête de liste au municipal en 2014, qui a failli crever l'écran, qui a failli battre Jean-Claude Boulard, s'est passé un cheveu, et qui maintenant va mener le combat des législatives. Je crois qu'autour de nous, maintenant, ça fourmille. Et finalement, quand on regarde, par exemple, aujourd'hui, 3 des députés socialistes, aujourd'hui, sont des femmes. Ça veut dire qu'il y a une évolution, qu'il y a une volonté aussi d'être plus représentatif, donc de faire une place aux femmes, non pas parce qu'elles sont des femmes, mais aussi parce qu'elles portent des combats et qu'elles vont au bout de leurs idées, ce qu'on leur a empêché peut-être pendant longtemps de faire dans nos partis républicains. Et finalement, on entendait que l'engagement politique, ou en tout cas que la politique n'intéressait plus. La surprise, ça a été les primaires de la droite il y a quelques semaines, quelques mois. On verra bien ce week-end déjà le premier tour de la gauche. On rappelle les chiffres rapidement de la Sarthe. François Fillon, vainqueur. En France comme en Sarthe. Non, mais... Meilleur score en Sarthe, 87,5%. Et puis sinon en France, 66,5%. Et sinon, en termes de réussite démocratique, le vote, ça a amené... Une grosse mobilisation, oui, parce qu'on est à plus de 4 millions d'électeurs qui se sont déplacés. Donc on verra sur les autres primaires, mais c'est vrai qu'il y a une vraie volonté, en tout cas, et là sans faire de politique pour celui que je soutiens, une vraie volonté de participation, de donner son avis de la part des Français. Donc on va voir ce que ça donne le week-end prochain, mais en principe, c'est vrai qu'il y a une participation importante quand même aux primaires. On attend la même chose du côté du Parti socialiste.
On sent cette envie des gens de changement peut-être aussi, et puis de bousculer les idées comme quoi la politique, ça n'intéresserait plus les Français. De toute façon, il faut se battre contre cette idée que la politique n'intéresse plus les Français. Notamment parce que la politique, en tout cas, elle s'intéresse aux Français, les concerne, prend des décisions qui impactent leur quotidien. Donc aujourd'hui, quand je vois un bon nombre de mes amis qui soit prennent plus le temps de faire des procurations, prennent plus le temps d'aller voter et ont l'impression que leur voix n'a pas d'impact, je leur dis que c'est pas la solution et que l'abstention, malheureusement, c'est pas ça qui fera changer les choses. Donc évidemment que là, ces primaires et les élections qui viendront à venir sont des moments démocratiques importants pour donner son opinion et chaque voix compte et on le voit à chaque fois. D'ailleurs, les sondages ont tous été retournés à chaque fois. Voilà, tout dépend de nous en fait et de chacun. Et je crois qu'en politique, l'essentiel pour que les choses changent, la place des femmes, la place des jeunes, c'est que chacun prenne sa responsabilité dans cet avenir qu'on est en train d'écrire et que les gens n'attendent pas que ce soit les autres qui le fassent à leur place, quoi. Donc l'engagement, c'est déjà, on le disait tout à l'heure, le fait d'aller voter. Ne bougez pas, on revient dans quelques secondes, quelques minutes pour la deuxième partie. On parlera problématique, bien sûr, des femmes en politique. À tout de suite.